Alors, tout d'abord, est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter un peu ta première rencontre? C'est pas forcément ta première arrivée en Chine, mais si tu te souviens, je sais pas, enfant, la première fois où tu as été confronté avec la Chine ou la culture chinoise? Donc en fait, moi je suis originaire de l'Aveyron, dans le sud de la France. Et en fait, le début de ma passion pour la Chine, elle vient de l'apprentissage du chinois, du mandarin, quand j'étais au lycée. Et donc, faut savoir que dans l'Aveyron, on est quand même encore en zone rurale. Hein, c'est une zone qui se situe sur la diagonale du vide. Et dans cette petite ville, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre le chinois et ça a vraiment été une chance. Donc c'était quand j'ai pris la décision, je pense que ça devait être en troisième, quand on faisait les portes ouvertes, et j'ai un souvenir de cette prof que je trouvais fascinante. C'était une prof donc française, mais qui avait vécu en Chine. Et, euh, et pour moi, vraiment, ça a été... j'ai un souvenir des premiers cours, ça a été une révélation, quoi. Je trouvais que la langue chinoise, en fait, c'est une autre manière complètement de comprendre et de penser le monde. Et ça m'a vraiment passionnée. Je me suis passionnée pour l'étymologie, pour l'histoire des caractères. Parce que chaque caractère chinois, en fait, il a une histoire. C'est comme, on va dire, comme un dessin. Et en fait, toute cette poésie du langage, cette symbologie-là, ça m'a beaucoup inspirée. Et donc, cette passion, elle vient d'abord vraiment de la langue. Et après, donc ma mère, pour mes 18 ans, elle m'a offert ce cadeau de partir ensemble à Pékin, à Pékin. Et là, ça a fait que confirmer cette passion naissante. Et j'ai comme... souvent, quand je suis en Chine, ici, les gens ils me disent mais c'est incroyable, t'es encore plus chinoise que moi, t'étais chinoise dans une autre vie. Donc ça, c'est ce que j'entends tout le temps. C'est vraiment un appel intérieur, quoi, une passion pour cette culture ancestrale, millénaire. Et alors après, en effet, en 2000, donc fin 2017, c'est là où je suis venue après pour vraiment travailler. Donc en fait, moi, j'ai fait des études en management culturel, management artistique à Nantes et aux États-Unis, à Boston. Et dans le cadre de ces études, on pouvait faire ce qu'on appelle une année de césure. Donc moi, c'était une évidence que je voulais partir en Chine, travailler dans le milieu de l'art, et j'ai trouvé ce centre d'art à Pékin, où je travaillais pendant un an et demi. Et ensuite, c'est de là, en parallèle, que j'ai continué à développer, commencé à continuer à développer ces projets entrepreneuriaux. Et en fait, dans ce centre d'art, j'ai rencontré beaucoup d'artistes, de créateurs, de calligraphes, de musiciens, et aussi un maître de thé. Et en fait, dans ce centre d'art, j'ai pu commencer à apprendre la philosophie du thé, l'art du thé avec ce maître, avec qui je continue à étudier aujourd'hui. Donc ça, c'est une grande chance. Et c'est là aussi où j'ai rencontré Jiang Xin. Donc Jiang Xin, c'était en fait le designer de ce centre d'art, où tous les deux on s'est rencontrés. Et c'est devenu maintenant mon associé, et c'est avec lui et une créatrice de mode espagnole qu'on a fondé Deuil. Donc Deuil, c'est un studio de design où on travaille avec des communautés autochtones dans le sud-ouest de la Chine pour préserver tout leur patrimoine textile. Donc on fait des vêtements, des décorations avec leurs tissus traditionnels. Donc voilà un peu pour le parcours autour de cette passion pour la Chine. Et est-ce que tu te souviens de ces premiers cours, peut-être les tout premiers caractères qui t'ont été transmis quand tu étais justement en troisième dans ces cours de chinois? Est-ce que tu as des souvenirs de caractères où tout de suite tu as senti que tu avais envie de creuser et tu étais intrigué par leur symbolique et leur étymologie? Moi, j'avais vraiment une prof qui était passionnée par l'étymologie. Donc chaque fois qu'on étudiait la langue, les nouveaux caractères, on passait par l'étymologie. Donc les premiers caractères souvent qu'on étudie, ça va être jeune, ça va être l'homme qui marche. Donc par exemple, après quand on rajoute un trait, ça veut dire c'est l'homme qui marche qui dépasse l'horizon, donc ça veut dire qu'il est grand. Et ensuite, pour représenter le caractère du ciel, ça va être l'homme qui marche, qui dépasse l'horizon et qui touche le ciel, par exemple. Et en fait, c'est à la fois, c'était pour nous, souvent pour la plupart des étudiants, en fait, c'était souvent mes mots techniques, mais en fait, c'est des caractères qui ont une symbologie, une poésie que je trouvais très touchante. Après, les premiers mots qu'on va apprendre, ça va être hao, donc bien, bon, donc ça représente la femme et l'enfant. Donc on a trouvé voilà, donc là, c'est quand on a trouvé l'équilibre, la paix, c'est qu'on a une femme et un enfant. Donc là, c'est vraiment l'héritage chinois, de famille traditionnelle, confucianiste, etc. Et après, moi, c'est vraiment
c'est devenu une passion. Mais en fait, je fais de la recherche vraiment étymologique. Dès que je développe aussi des projets artistiques, je fais tout un travail. En fait, tout le concept souvent des projets et autour, on va trouver une thématique et on va chercher justement des caractères qui embrassent et qui illustrent cette philosophie-là. Et après, vraiment dans l'apprentissage du chinois, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est vraiment d'avoir des professeurs qui enseignent cette partie-là. Parce que des fois, donc ça dépend les types d'enseignement qu'on prend, mais maintenant, en fait, l'apprentissage, il est souvent autour du pinyin. Donc, bien sûr, on a besoin d'apprendre le pinyin, mais des fois, il n'y a pas toute cette partie plus historique, étymologique, qui, je trouve, est passionnante et qui, moi, vraiment, c'est ça qui m'a donné la passion pour la langue. Et si bien qu'en fait, j'ai pas eu en fait, ça n'a pas du tout été un fardeau pour moi d'apprendre cette langue, parce que ça a été une passion, quoi. Et donc j'ai aussi appris, je parle anglais aussi, comme la plupart des étudiants, et allemand. Et bon, l'allemand, j'ai tout oublié. En fait, dès que j'essaie maintenant de parler allemand, je pense en chinois, enfin, ça bug. Mais du coup, pour moi, l'allemand, c'était beaucoup plus compliqué, par exemple. Parce que c'est très complexe en termes de conjugaison, la grammaire est compliquée, les déclinaisons et tout ça. Qu'en chinois, en fait, évidemment, ce qui est difficile, c'est la prononciation, les caractères. Après, ça dépend aussi des types de mémoire qu'on a. Mais la construction des phrases, en fait, reste assez simple. Et donc ça, c'est ça en fait, que j'apprécie beaucoup. Et après, il y a vraiment une musicalité aussi dans la langue. Donc moi, je suis musicienne, je pense qu'aussi que ça m'a aidée en fait, à apprendre cette langue-là. Et je peux qu'encourager en fait, à apprendre le chinois, parce que c'est vraiment la porte pour comprendre la culture, en fait. Et de cette culture qui est si loin de la culture occidentale, si peu comprise en Occident. Donc c'est quelque chose que j'invite à faire. Toutes les personnes souvent me disent mais comment apprendre le chinois, mais ça a l'air si difficile. Mais après il y a vraiment des passions, je pense, qui se créent autour, comme moi, de la poésie de la langue, en fait, et de l'histoire des caractères. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu je pense que ça vient un peu de cette image stéréotypée. On dit, tu sais, c'est du chinois pour moi. On associe souvent cette langue à quelque chose de très complexe. Et puis on a le sentiment qu'il faut forcément être très fort en langue pour l'apprendre. Et moi, j'étais vraiment dans ton cas, c'est-à-dire que je n'étais pas du tout particulièrement bon en langue, mais que c'est vraiment la passion pour la langue qui m'a porté, qui m'a permis de l'apprendre. Donc ouais, je te rejoins tout à fait sur ce diagnostic. Alors, juste, et je voulais te poser 2 questions avant qu'on enchaîne. Donc, premièrement, peut-être on pourrait parler un petit peu des 2 caractères de Yi, bien qu'on en revienne après dans la seconde partie. Mais c'est vrai que c'est 2 caractères qui sont pas anodins, je dirais. C'est pas forcément du caractère débutant qu'on apprend au début, mais c'est des caractères qui, j'imagine, doivent avoir une histoire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que votre choix s'est porté sur ces 2 caractères et qu'est-ce qu'ils représentent pour toi? Alors, Deuil, c'est le nom qu'on a choisi pour ce style de design. Donc aussi, après, purement de manière pratique, ce qui est bien avec ce nom-là, c'est que peu importe En fait, si on parle anglais, français, espagnol, quand on lit en fait le pinyin, ça reste assez proche aussi de la prononciation chinoise. Donc ça aussi, ça faisait partie du choix. La prononciation du pinyin, qui est assez simple. Alors, le caractère 2, ça se traduit par la vertu, l'éthique. Donc, c'est vraiment une valeur fondamentale du projet. Et quand on regarde en fait le Tiaguan, en fait le caractère ancestral, ça représente la partie gauche du caractère, ça représente l'idée, la clé de la marche, donc l'idée de mouvement. Ensuite, la partie droite supérieure du caractère, ça représente un petit outil en fait qu'on plantait dans le sol dans la Chine antique pour connaître l'heure avec en fait l'ombre du soleil. Et ensuite, c'est l'image de l'œil et du cœur. Et en fait, l'œil au-dessus du cœur, ça signifie l'idée de contempler avec son âme pure, admirer sans jugement. Et du coup, si on regarde toute l'énergie du caractère, ça signifie contempler le mouvement de la nature avec son cœur, sans jugement, etc. Donc ça, c'est donc cette poésie-là qui nous a inspirés pour Deuil, et ça reflète vraiment les valeurs du projet. Donc s'inspirer des sagesses traditionnelles chinoises, de la sagesse de la nature pour mener des projets éthiques qui ont du sens, qui font du bien à l'homme, à l'humanité, à la nature. Et après, donc pour le deuxième caractère, I, donc là si on regarde pareil le caractère originel, ça représente un lapin ou un lièvre qui court très vite.
Et en fait, ce caractère-là, ça veut dire... Donc si on le traduit, la première traduction, c'est vouloir s'échapper, donc faire le choix de se retirer. Et en fait, ça représente le mode de vie, la philosophie de vie des anciens lettrés chinois qui, en fait, faisaient le choix de se retirer, de vivre dans la montagne, donc par exemple la montagne Huangshan. Ils se retiraient parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans la superficialité de la société et qu'ils voulaient vivre une vie en pleine conscience, connectée à la nature, aux arts et à leur intériorité. Donc c'est en fait ce caractère I reflète cette volonté de vivre, se reconnecter à soi, à la nature, en conscience, c'est lié bien sûr à l'éthique. Donc c'est ce caractère-là qu'on a choisi aussi pour refléter nos aspirations et notre vision avec notre projet. Le second, Yi, c'est souvent un caractère qu'on oppose à Lao, qui représente le travail, si je ne me trompe pas. C'est donc Lao Yi, c'est donc voilà, d'un côté le travail qui est vraiment le côté le travail au sens pénible du terme, et puis Yi vient englober un petit peu plus la partie qu'on pourrait dire loisir, mais ce serait un petit peu mal le traduire, que ça n'engloberait pas tout ce que tu viens de nous dire, mais c'est souvent l'opposition qu'on fait en chinois. Et donc effectivement, les diaguwen, qui sont ces inscriptions originellement qui étaient sur des carapaces de tortues, et qui étaient en fait des dessins, et qui ont évolué au fil du temps pour arriver jusqu'à nous. Et en général, plus on remonte dans le temps, plus ça ressemble à ce que ça désignait originellement. Et donc, De Yi qui a un projet donc tripartite, puisque donc toi, tu es l'un des membres fondateurs avec Zhang Xin, qui est donc ton associé chinois et également une créatrice de mode espagnole, c'est ça? Est-ce que tu Vas-y, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment cette rencontre s'est passée? Donc avec Adriana, donc en fait donc elle est basée à Madrid et c'était donc pareil en 2018. Elle avait à l'époque sa propre marque en fait de mode soutenable qui était inspirée de toute l'esthétique donc japonaise et chinoise, et j'aimais beaucoup son travail et donc je lui ai écrit et je lui ai proposé qu'on fasse des collaborations avec des artistes avec qui je travaillais. Et après en fait on est devenus vraiment amis, et donc avec Zhang Xin, quand il est venu en France, on s'est rencontrés, on a mangé ensemble des tapas, on s'est super bien entendus quoi. Et on s'est dit qu'on voulait commencer à faire ensemble ce travail vraiment de recherche d'investigation textile dans la province du Guizhou et du Guangxi. Et c'est très rare de trouver des personnes qui partagent déjà cette passion pour la Chine, pour le design éthique, pour tous les enjeux autour de la soutenabilité. Du coup, c'était le Yuan Fund, ce qu'on dit, c'était le destin, les affinités naturelles, et c'est ça qui nous a amenés aujourd'hui à travailler ensemble. C'est vrai que quand on associe en général textile et Chine, on a du mal à penser à un commerce équitable, soutenable, etc. Tant c'est devenu... je ne sais pas si tu as vu ça un petit peu, mais les prix pour les t-shirts que tu peux acheter en Chine ont tellement baissé maintenant pour l'équivalent de... Je crois que c'est l'équivalent d'€1, tu peux avoir 3 t-shirts. Alors bon, je ne te parle pas des conditions de production parce que je préfère pas aborder ce genre de sujet. Mais c'est pour dire que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, la Chine est complètement associée. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça a peut-être un peu changé. Tu pourras peut-être nous raconter si c'est en train de se faire délocaliser à d'autres endroits. Mais en tout cas, oui, dans l'imaginaire français notamment, la Chine est vraiment associée aux produits à très bas coût. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que ton positionnement a fait sens pour toi avec ce point de départ-là? Donc nous, en fait, depuis le début, l'idée du projet, c'est justement de renouveler l'image du Made in China. Donc c'est vrai que sur le marché occidental, on a des produits Made in China, super cheap, de mauvaise qualité, faits dans des conditions très mauvaises, bien sûr. Mais en fait, du coup, c'est comme tout. Hein. C'est-à-dire que sur la Chine, il y a un discours qui est uniforme.
voilà, il y a toujours, il y a qu'une, le discours qu'on a dans les médias occidentaux, il est uniforme. Et donc nous, l'idée du projet, c'est justement de mettre, oui, il y a le Made in China, c'est ça, c'est des produits cheap, mais c'est ces produits, mais il y a une autre réalité en fait. Le Made in China, c'est aussi ça. Donc nous, l'idée, c'est de changer toutes ces narratifs, cette narration, et de proposer des produits qui sont faits en Chine, Made in China, faits à la main, avec amour. Donc c'est ce qu'on va dire Handmade in China with Love, avec l'idée du projet. Mais en fait, c'est un énorme travail d'éducation des consommateurs. Parce que de fait, oui, sur le marché, on a des produits made in China cheap. Mais en fait, cette offre-là, elle reflète la demande sur le marché. C'est-à-dire que si on a inondé le marché occidental de produits made in China cheap, c'est qu'il y a aussi une véritable demande. Donc l'idée, c'est justement de changer ça en montrant toutes les dérives de la fast fashion, de la mode industrielle, et expliquer en fait aux consommateurs qu'il y a des nouvelles manières de consommer plus raisonnables, soutenables, qui respectent la nature, qui respectent les hommes et les personnes qui sont derrière. Donc nous, en fait, tous les vêtements qu'on crée, l'idée c'est qu'il y a une transparence et une traçabilité clé. Et on sait le vêtement qu'on porte, on sait qui a cultivé le coton, qui a tissé le fil, qui a filé le fil, qui a tissé le tissu, qui a fait la teinture. Mais c'est un travail qui est difficile. C'est-à-dire que j'organise régulièrement des expositions, des pop-up, je fais des workshops où je présente justement nos collections. Et il y a vraiment une réticence sur les produits faits en Chine, sur le Made in China. Et pourtant, donc, ce qui est intéressant, c'est que souvent les gens, quand ils voient nos vêtements, parce qu'on a des coupes assez intemporelles, élégantes, très chic, etc. Et en fait, c'est pas du tout l'image qu'ils se font du Made in China. Donc quand ils arrivent, souvent ils sont là. Oh waouh, j'adore votre expo, c'est super, j'adore le Japon. Voilà. Et en fait, le Japon, c'est vraiment dans l'imaginaire collectif. Enfin, bon, Europe de l'Ouest, je parle, et c'est là où je fais surtout les activités, Europe de l'Ouest et États-Unis. Le Japon, c'est associé à vraiment quelque chose de très élégant, très raffiné, subtil, et pas du tout la Chine. Et sauf qu'en réalité, par exemple, toute la culture de l'indigo, c'est aussi une pratique qui se fait en Chine depuis des millénaires. Après, en ce moment, par exemple, il y a vraiment une trend autour du thé matcha. Mais en fait, toute la culture du thé japonaise, elle vient originellement de Chine. Mais en fait, il y a vraiment un énorme travail à faire. Parce qu'au Japon, ils sont très bons en termes de slow power, quoi. Et en Chine, c'est très challenging. Donc, moi, il y a vraiment tout un travail déjà à faire, vraiment de storytelling, pour déconstruire tout ce que en fait les gens s'imaginent de la Chine. Donc c'est vraiment c'est ma mission dans cette vie, et c'est compliqué. Et c'est vraiment à travers l'art contemporain, le design, le storytelling qu'on essaie justement de montrer qu'il y a d'autres voies en Chine, et pas que celle qui nous est partagée dans la plupart du temps, quoi. Ouais, comme tu dis, c'est une mission de taille, et effectivement, malheureusement, la Chine a toujours souffert de son soft power, ou a toujours eu beaucoup de mal à s'exporter, et puis je pense même avant le communisme, peut-être que c'est lié à des réalités géographiques, c'est-à-dire que tu as un marché domestique tellement grand que en fait, la Chine peut se contenter, entre guillemets, de son marché intérieur sans avoir à se vendre à l'extérieur, alors que le Japon, étant une île, tu es un petit peu obligé de t'exporter, quoi. Mais c'est vrai que j'ai remarqué ça plusieurs fois. Il y a énormément d'erreurs. Alors, tu as cité le thé matcha qui, effectivement, était bu en Chine bien avant qu'au Japon. Et c'est pas le seul exemple, notamment dans la gastronomie, dans les choses comme ça. Mais c'est vrai que notamment, je dirais, dans le domaine du prêt-à-porter, c'est encore plus challengeant peut-être que dans les autres domaines, puisque effectivement, tu as toutes cette dark side de la Chine qui vient un petit peu occuper les esprits. Alors justement, sur les enjeux du storytelling, j'ai vu notamment que tu alimentais un site avec toute une partie de journal qui est très joliment illustré avec des très belles photos et tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect-là de ton métier, parce que j'imagine que ça doit être aussi assez chronophage et ça doit te prendre beaucoup de temps. Est-ce que tu peux nous dire comment ça rentre dans ton quotidien ?
En effet, pour nous, c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est pour ça que souvent je dis que on n'est pas c'est pas seulement une marque de mode, c'est pas seulement un studio de design, c'est vraiment un projet culturel et le storytelling est clé. Donc en effet, il y a une partie où je fais des articles, où j'alimente le blog, etc. Après, la plupart du temps, en fait, c'est surtout en face-to-face. J'organise des workshops, des expositions on fait en fait aussi beaucoup de contenu vidéo. Donc là, on a fait plusieurs petits documentaires autour de la culture des femmes Tong, avec qui on travaille, de leur spiritualité. Et en fait, il y a aussi vraiment le pouvoir de l'image. Donc on utilise beaucoup de contenu vidéo. Après, j'essaie de développer aussi la marque sur les réseaux sociaux. Donc là, pour l'instant, j'ai développé surtout les réseaux sociaux occidentaux. Il faut maintenant que je développe les réseaux chinois. Après, encore une fois, c'est énormément chronophage. Donc, je fais au mieux. Après, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on donne des cours, en fait, dans des écoles de design. Je vais aussi donner des cours dans des écoles de management. Donc, en école de management, je vais donner des cours plus sur l'entrepreneuriat éthique, la soutenabilité. Les écoles de design, on va parler tous les enjeux aussi de soutenabilité, de transparence, traçabilité, de pollution, de la fast fashion. Il y a aussi en fait une thématique qui m'intéresse beaucoup qui est l'appropriation culturelle dans le milieu du design. Donc en fait on essaie à travers soit les réseaux sociaux, le site, les workshops, les expos, les cours de transmettre les histoires. Et je vois qu'il y a vraiment des changements, c'est-à-dire que rien que déjà dans mon cercle familial, mes amis, etc., à tous je leur ai fait complètement changer d'image sur la Chine. Après, souvent, quand je donne des cours, les gens, après, ils me disent « Mais c'est incroyable, les gens qui pleurent, mais je veux venir vous voir, je veux venir en Chine rencontrer ces femmes. » Donc, c'est-à-dire que quand on raconte des histoires d'âme, quoi, les gens, ils sont touchés. Bon, après, il y a encore... de toute façon, j'arrive à les sentir, quoi. Les gens où je sens qu'ils sont complètement réticents et qui n'auront pas dans cette vie l'ouverture de conscience pour comprendre la richesse de la culture chinoise aussi, voilà, je perds plus mon temps, quoi. Parce qu'au début, il y avait beaucoup presque de colère, quoi, en moi, quand je sentais qu'il y avait vraiment un rejet et une impossibilité de dialoguer. Donc maintenant, il y a certaines personnes, j'arrive à identifier, et je sais que cette personne, on ne la fera pas changer d'avis, et elle fait son chemin. Donc je me concentre sur les personnes où je sens qu'il y a une ouverture. Et souvent, à travers le thé aussi, c'est quelque chose, c'est une porte qui est bien pour leur faire découvrir la Chine. C'est très trendy en ce moment. À travers la mode aussi, parce que ça plaît, c'est beau, c'est esthétique, mais en fait moi ce qui m'importe c'est pas tant qu'ils achètent un beau vêtement, c'est qu'en fait ils comprennent que en fait en achetant ce vêtement là ils soutiennent un patrimoine qui est en train de disparaître et qui participent à soutenir en fait cette coopérative de femmes. Donc en fait c'est l'objet, c'est le thé, le vêtement, etc. C'est vraiment juste une porte, une passerelle pour faire dialoguer les cultures, pour les inviter à penser la culture chinoise autrement, à se dire mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette culture, nous, qu'est-ce qu'elle peut nous donner comme clé dans notre société occidentale contemporaine pour répondre à certains enjeux sociétaux, environnementaux, etc. Donc tout ça en fait c'est vraiment des clés pour créer des ponts entre les cultures. Est-ce que justement pour atteindre cet objectif-là d'aller dans une perspective un petit peu d'émotion, pour essayer de faire vibrer cette corde qui résonne avec notre humanité, le fait qu'on peut se projeter, on peut s'identifier à ces communautés de femmes-là. Est-ce que tu aurais envisagé de faire un projet de long métrage de fiction ou de court métrage ? Mais ça évidemment, moi j'adore cette idée-là. Donc là, on a en fait on développe ce qu'on appelle un projet de résidence artistique. Donc en fait là par exemple tu vois cet été on accueille dans notre coopérative textile une quinzaine d'étudiants donc d'écoles de design. Mais alors eux il y a aussi une partie, il y en a qui font ce qu'on appelle new media ou film d'animation. Il y en a ils étudient plus design textile ou vraiment fashion. Et en fait l'idée c'est qu'ils viennent dans les villages étudier les techniques avec les artisans, s'immerger vraiment dans la culture et après faire un projet de création contemporaine. Et là, on a 2 étudiants qui vont faire un projet autour un film d'animation inspiré des histoires traditionnelles des femmes autochtones.
Donc ça, évidemment, moi j'adore. L'idée, c'est à travers l'art, la création contemporaine, de faire revivre cette culture-là, de lui donner la voix. Donc tout ce type de projet-là, moi, évidemment, ça me passionne. Et mon rôle là, c'est vraiment de faire le lien entre ces créateurs, ces artistes et les artisans, et faire en sorte que toute la collaboration se passe au mieux, dans le respect, dans le fait que les deux parties y gagnent. Et faire un court-métrage sur ça. Oui, évidemment, ça me passionnerait. Et là, en ce moment, on fait vraiment un film, là, documentaire, là, avec mon studio. Mais on développe des collaborations avec d'autres. Il y a notre studio de design, d'animation aussi, un studio d'animation qui nous a écrit, avec qui on était partis déjà 2 fois faire des investigations aussi dans le Guizhou, et qui écrivent en fait maintenant un film d'animation inspiré aussi des histoires de ces femmes. Tout ça, je trouve ça génial. Alors je sais que tu y étais récemment parce que j'ai vu sur le journal que donc, tu t'es arrêté quelques jours de retour à Pékin et puis très rapidement tu étais parti vers Guizhou, c'est ça? Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu racontais dans cet article, c'est-à-dire comment s'est passé ce retour dans cet endroit après toutes ces années? Donc en effet, le projet, on a commencé en printemps 2019. Toutes les investigations, et ensuite il y a eu la pandémie. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a remporté un concours de design début 2020, donc ça nous a permis de présenter 2 collections à la Fashion Week de Madrid, étant sponsorisé. Et après, moi, en fait, je pensais en mars 2020 de repartir en Chine, et il y a eu la pandémie, et donc c'était impossible. Et donc j'ai continué à développer le projet en fait en France, aux États-Unis. Mais je pouvais plus repartir en Chine, quoi. Donc mon associé, il continue à développer la coopérative textile. Mais j'ai pu repartir qu'il y a, du coup, je suis rentrée il y a 1 an, c'est ça, juin 2023. Et j'ai pu enfin repartir dans le Guizhou. Et donc là, pour moi, c'était extrêmement émouvant parce que ça faisait 3 ans que j'avais pas pu y retourner. Et surtout de voir aussi comme la coopérative textile s'était développée. Et donc c'était une grande joie. Et c'est ça, on reprend... Et je reprenais aussi conscience de toute la nécessité de faire ce projet pour aider ces femmes à vivre de l'artisanat textile. Et là, d'ailleurs, j'y retourne mardi. Là, je repars dans le Guizhou pour plusieurs semaines d'investigation, pour continuer à développer de nouveaux textiles. Et évidemment, pour nous, là, les personnes avec qui je vis, les artisanes, elles vivent vraiment dans des villages très reculés, dans les montagnes. Souvent, j'étais la première occidentale qu'elles rencontraient. Donc c'est c'est magique, c'est un lieu qui est extrêmement préservé. En fait, le Guizhou, ça se situe dans le sud-ouest de la Chine, et c'est là où c'est vraiment le berceau de plusieurs minorités autochtones, minorités ethniques. Donc, j'aime pas trop le mot minorité parce que ça induit qu'il y a une culture majeure, mineure, donc c'est pour ça que je préfère parler de peuples autochtones, donc en particulier les Miao, les Tong, les Yao, les Gotia, et nous on travaille surtout avec le peuple Miao et Tong. Aujourd'hui, la coopérative textile, c'est avec une 30aine de femmes Tong. Voilà. Et alors, la coopérative a survécu à la pandémie, c'est-à-dire que vous avez réussi à maintenir un certain rythme d'activité malgré les distances et malgré l'arrêt. Oui, tout à fait. Donc au début, la grande difficulté, c'était purement logistique, c'était les douanes, hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien qui pouvait venir en fait de Chine en Europe. Donc si bien qu'en fait... qu'on a participé au 2e show à la Fashion Week. 3 semaines avant le show, on n'avait toujours pas reçu les tissus qui étaient coincés à la douane. C'était extrêmement stressant. Donc au début, il y a eu une grande période d'adaptation, quoi. Les premiers mois, ça a été très difficile. Mais après, finalement, j'ai pu... ça a été une autre opportunité, quoi. Ça a été une autre ouverture de partager le projet en Europe. Et on a fait plusieurs expositions, plusieurs pop-up. Et on a pu justement continuer à développer la coopérative. Eux, en fait, ils n'ont pas été touchés du Covid du tout dans les villages là où ils sont. Et c'est vraiment... ils vivent au milieu de la montagne. Il n'y a pas du tout eu de... l'épidémie, elle n'est pas arrivée jusqu'à ces villages-là. Donc eux, ils pouvaient travailler de manière fluide, à la normale. Mais c'était toujours... Les difficultés, c'était au niveau des expéditions des tissus. C'était très complexe, mais bon, après, on s'est petit à petit, on a pu s'adapter et on a réussi
on a passé le plus compliqué, quoi. Parce qu'on s'est je me suis lancée dans un projet entrepreneurial entre la France et la Chine à l'heure de la pandémie, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas été aidée. Mais après aussi, il y a eu quand même, pendant la pandémie, j'ai senti que, bon, c'était pas chez tout le monde, mais il y a eu quand même des ouvertures de conscience autour de la volonté de se reconnecter à soi-même, de préserver la nature. Il y a eu quand même, chez certaines personnes, ça a été un déclic, quoi, qui se sont dit, bon, mais qu'est-ce que je fais maintenant dans ma vie, etc. Donc ce type de profil, après, ils étaient super intéressés, par exemple, par notre projet. Et ça a été, voilà, une porte d'accès. Après, la pandémie, ça a été aussi l'opportunité de plus développer toutes les plateformes digitales. Donc nous, on avait fait aussi beaucoup de travail, on faisait beaucoup de streaming, etc., ou justement des échanges comme on fait là, où je racontais l'histoire. En fait, on essaie, voilà, il faut toujours s'adapter, on essaie de trouver d'autres manières de raconter l'histoire. Et on a beaucoup développé à ce moment-là aussi toute la partie digitale. D'accord. Oui, parce que effectivement, dans un premier temps, ce qui s'est passé en Chine, c'est que la plupart des gens étant complètement bloqués, alors que c'était je crois que c'était le mois de février, c'était la période où en général il y a quand même beaucoup de trafic, il y a beaucoup de gens qui rentrent chez eux pour le Nouvel An chinois, qui en profitent aussi parfois pour voyager. Et moi j'en ai été témoin depuis Paris. C'était que le premier réflexe entre guillemets en Chine, ça a été de dépenser l'argent qu'on avait initialement prévu pour les vacances, de le dépenser dans du luxe, mais qui est souvent du luxe, en fait du fast fashion du luxe, c'est-à-dire des produits LVMH, des sacs Gucci, des choses comme ça qui sont souvent aussi offerts lors des vacances du Nouvel An chinois. Est-ce que toi, tu as ressenti un changement dans les consommateurs que tu avais à ce moment-là, ou est-ce que vous avez préservé avant et après le Covid à peu près la même typologie de consommateurs? Je dirais qu'il y a quand même une partie de la clientèle, enfin, on a des nouveaux profils de consommateurs qui sont vraiment, je pense que c'est lié aussi, voilà, à tous les questionnements liés à la pandémie, mais on a des nouveaux profils de consommateurs qui sont plus jeunes et qui sont à la recherche de produits éthiques, quoi. Ça, il y a vraiment un changement à l'œuvre. En fait, il y a une clientèle riche qui veut juste acheter en fait du luxe pour l'effet ostentatoire, quoi. Donc un sac Chanel, Gucci, pour montrer leur appartenance à une certaine catégorie de population. Donc ça, c'est pas du tout notre cible. Nous, en fait, les profils qu'on a, c'est des personnes... Bon, souvent, c'est des personnes qui sont bien sûr aisées, parce que c'est des pièces qui sont assez chères, mais qui ont cette volonté, en fait, de se démarquer, de porter quelque chose... unique, c'est ce goût, c'est ça qui leur plaît en fait. C'est des personnes très esthètes qui ont le goût du beau, qui veulent se différencier. Et en fait aussi on a des profils de personnes, donc ça c'est très touchant, qui suivent le projet depuis le début, qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui économisent, ou qui vont des fois nous payer en fait une pièce en plusieurs fois pour soutenir le projet. Donc ça c'est des profils que moi j'adore, c'est-à-dire que c'est au-delà vrai de l'esthétique d'une pièce, c'est vraiment c'est un acte activiste, quoi, de préservation du patrimoine. Donc après, nous, on développe aussi une gamme de produits plus abordables, de décoration d'intérieur, des coussins, des chemins de table. Donc ça reste accessible à des plus petits budgets. Et après, on a beaucoup donc surtout des femmes. La clientèle la plus importante, c'est des femmes autour d'une 50aine d'années qui veulent se différencier, qui ont le goût du beau. Et après, notre marque aussi, elle plaît beaucoup. On vend pas mal aussi aux États-Unis, donc dans toutes les... En fait, ils vont acheter nos vêtements aussi comme ce qu'ils appellent des ceremonial clothing, donc quand ils font plus vraiment pour le côté spirituel en fait du vêtement, parce que c'est des pièces qui ont une énergie particulière, parce qu'elles sont tissées à la main, que les femmes elles mettent une attention particulière quand elles tissent le tissu, et en fait, toutes les pièces elles sont teintées aussi avec des plantes médicinales. Donc ça peut être l'indigo, l'igname de Chine, l'armoise. Donc l'armoise, c'est une plante que les femmes Tong utilisent à la fois pour, qu'elles font brûler pour éloigner ce qu'elles appellent les mauvais esprits, les mauvaises énergies. Et elles utilisent cette plante-là pour aussi teinter les tissus. Donc il y a une énergie de soin qui imprègne le tissu. Donc on a aussi des personnes qui sont sensibles à cet aspect-là, plus presque curatif en fait du tissu, qui vont aussi
nous commander des pièces. Donc on a ce type de clientèle et après on design pour d'autres personnes. Donc là par exemple on a designé une collection pour un restaurant de luxe à Madrid. Donc l'idée c'est que là on design pour c'est un resto qui a tout un positionnement autour de la nourriture locale, que du vegan. Et donc là, il était sensible à notre projet de vêtements faits à la main, avec des plantes naturelles, etc. Donc là, on a designé une collection pour le personnel du restaurant. On a aussi designé des collections pour une école de thé. Donc on a en fait notre collection à nous, c'est plus une collection vitrine, on va dire. Et après, on propose vraiment aussi des services de design pour d'autres créateurs. Et après, on source aussi le tissu. C'est-à-dire que s'il y a des designers ou des collectionneurs qui veulent vraiment purement le tissu, on propose ça aussi. Et après, on développe la partie plus, ce qui moi me passionne le plus, direction artistique, exposition et partie éducative. Génial. Et oui, tu parlais un petit peu du pouvoir quasiment magique des vêtements. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette formule, mais je l'ai trouvée assez intéressante en chinois. C'est, si je ne me trompe pas, c'est Ren Kao Yi et Ma Kao An. Et en fait, ça veut dire que donc ça te dit rien. C'est donc Gen, c'est donc les gens se reposent sur les vêtements, comme le cheval repose sur la selle du cheval. Et donc en fait, si je me trompe pas, je pense qu'il y a plusieurs façons de le comprendre, mais c'est un peu l'idée de dire que de la même manière qu'une selle va être la façon indispensable au cheval de pouvoir accéder à un autre statut, et ben le vêtement a aussi cette dynamique-là pour l'homme, au sens où de cette espèce de pouvoir magique qu'il peut t'apporter. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu, toi, quelle a été peut-être tes émotions au moment où tu as porté pour la première fois les vêtements de cette coopérative? Pour moi, c'était évidemment une grande fierté, quoi. C'est incroyable. Des fois, j'arrive toujours pas à me rendre compte, quoi. Je vis, j'aurais pas pu imaginer vivre un rêve pareil. Je fais quelque chose qui me passionne, qui a du sens. Et je me rappelle un moment aussi super émouvant pour nous, c'était quand on a participé à la Fashion Week. Après, on avait des petites vidéos. Donc, quand on est allé dans le Guizhou, on avait amené un petit iPad et on leur a montré les vidéos de la Fashion Week, donc avec les modèles qui portaient leurs tissus qu'elles ont hérités de leur grand-mère, de leurs arrière-grand-mères. Et donc là, elles voyaient les modèles porter leurs tissus et elles étaient super fières, super émues. Donc pour nous, c'était extrêmement gratifiant parce qu'après, quand on arrive en fait dans les villages et qu'on explique qu'on veut faire un projet de mode éthique, qu'on veut travailler avec elles, un projet soutenable, etc., c'est tellement loin de leur quotidien, de tout ce qui les entoure, que c'est pas concret, quoi. Donc quand elles voient les images de la Fashion Week, qu'elles voient les modèles qui portent leur tissu, là elles comprennent et la confiance se crée. Et c'est extrêmement touchant pour nous de pouvoir faire ce type de projet, de se sentir compris. Et en fait tout le challenge au début, ça a été de trouver des artisans aussi qui comprenaient nos exigences en termes de qualité, parce que évidemment nous c'est des pièces qui sont à la fin qui sont chères parce qu'on donne un salaire juste aux artisanes pour qu'elles puissent vivre de l'artisanat, parce qu'en fait toutes ces techniques justement elles se perdent parce que l'avènement de la fast fashion, parce qu'elles peuvent plus vivre de l'artisanat et donc elles partent dans des villes. Donc nous l'idée c'était de trouver des artisanes avec des superbes tissus et dont la qualité est irréprochable, parce que les clients occidentaux, s'ils mettent 300-400 euros dans une pièce, il faut qu'ils puissent avoir une bonne qualité. Parce que, par exemple, donc la teinture à l'indigo, la teinture bleue, souvent dans les villages, en fait, elles ne vont pas la fixer. Et en fait, elles, si elles deviennent bleues, les artisanes, elles s'en moquent, quoi, parce qu'en plus, l'indigo, ça leur permet... ça repousse les insectes, les moustiques en particulier. Donc elles, si elles deviennent bleues, si les vêtements dessous deviennent bleus, c'est pas un problème. Bon, nous, c'est pas possible. Donc on a dû mettre en place, par exemple, la fixation du tissu avec du vinaigre et d'autres procédés naturels. Mais après, de l'autre côté, il y a aussi l'éducation des consommateurs à expliquer. Donc oui, il peut avoir une petite imperfection dans le tissage de votre vêtement, mais c'est parce que ce vêtement, il est fait par un humain, quoi, un être humain. Donc s'il y a une erreur, justement, ça montre le caractère
artisanale du projet. Donc voilà, il faut toujours... mais c'est équilibré des deux côtés. Et en plus, toutes ces techniques, maintenant, c'est terrible, mais toutes ces techniques-là, ils sont capables, bien sûr, de les faire à la machine. Et même dans des villages traditionnels, Miao et Tong, on trouve des tissus, donc ils font des tissus de 45 cm de large, parce que c'est la taille du métier à tisser. Mais en fait, ils vont faire ces tissus-là à la machine, ils vont les vendre sur le marché avec exactement le même motif. Donc là, il faut être vraiment expert, quoi, comme moi ou les gens de ma coopérative, pour savoir quel est celui qui a été fait à la main ou celui à la machine. Et en fait, on va chercher l'erreur. On cherche l'erreur qui montre, ah, ben oui, là, il y a une petite erreur de tissage, donc là, c'est un être humain qui l'a fait. C'est la seule façon de différencier les deux, c'est les petites erreurs qui ont été commises par les humains. Ah, c'est joli. C'est peut-être ça qui nous sauvera, les petites erreurs humaines, ouais, face au progrès technologique. Et je voulais te demander justement, parce que déjà j'encourage vraiment les gens qui écouteront cet épisode d'aller voir le site, parce qu'ils auront accès non seulement à ce journal de bord que tu tiens, mais aussi à toutes les collections, toutes les pièces, etc. Et je voulais te demander comment ça se passe pour les gens qui achètent en ligne. Est-ce que vous avez un stock de pièces qui est prêt, ou est-ce que la production commence à partir du moment où vous avez une commande? Donc on a une partie des pièces qu'on a en stock, et après, si certaines ne sont pas en stock, on a forcément les tissus en stock. Donc après, il nous faut à peu près 2-3 semaines pour que la personne reçoive la pièce. Voilà. Mais après, on a un roulement qui fait qu'on a toujours assez de stock de tissus, des pièces que je présente sur la boutique en ligne. Après, encore une fois, l'idée, c'est que les personnes, ils comprennent tout ce processus qui est slow, qui est lent. Donc ils peuvent pas, c'est pas Amazon, quoi. C'est pas le lendemain qu'on a sa pièce, c'est pas possible. Bien sûr. Déjà, 2-3 semaines, je pensais que ce serait beaucoup plus long, parce que quand tu imagines toutes les étapes et tout ça, je pensais que tu allais me dire plus de 3 mois. Mais déjà, 2-3 semaines, ça montre que vous avez aussi une volonté d'être relativement rapide par rapport aux contraintes. L'idée, c'est que si, par contre, c'est un tissu qu'on n'a pas, bon, ben là, oui, là, il va falloir... c'est pour ça qu'il y a certaines pièces, je ne les mets pas sur le site, parce qu'on n'a pas assez de stock de tissus, où il faut attendre la prochaine saison, parce qu'on a certains tissus, certaines teintures, c'est vraiment une production saisonnière. Donc, par exemple, il y a un des tissus, on peut le faire que sur 15 jours l'été. Donc, c'est le tissu qu'on appelle Mingpu. C'est le tissu qui est béni avec l'énergie de la lune. Et en fait, c'est un tissu... Donc, le tissu de coton naturel, il est un peu beige, ocre. Et en fait, c'est un tissu que les femmes vont faire sécher au clair de lune en août. Et en fait, c'est vraiment magique. Le tissu, il devient extrêmement blanc, extrêmement pur. Et c'est ce tissu-là, donc c'est le tissu le plus précieux des tongs. Donc nous, on fait des vêtements avec ce tissu-là. Et en fait, quand les petites filles tongs naissent, elles vont envelopper, les femmes, le bébé, avec ce tissu béni par la lune. Et quand c'est un petit garçon qui naît, là, elles vont l'envelopper dans un vêtement qui est béni là par l'indigo. Donc c'est un tissu qui va être très noir, comme je porte là. Donc ça, il y a vraiment tout un aspect sacré, spirituel, magique du tissu, qui je trouve est passionnant. Donc nous, on fait des vêtements avec tous ces types de tissus. Mais sachant que le blanc, en Chine, c'est la couleur du deuil. Donc elles, en fait, les femmes, elles vont très rarement... elles ne portent pas de blanc. Sinon, ça va être dessous, en fait, des petits t-shirts, et dessus, elles mettent leurs vêtements noirs. Parce qu'en fait, elles vont porter des vêtements noirs parce que ça veut dire que c'est le tissu qui a été le plus travaillé. Parce que si on a un tissu bleu, c'est à peu près une quinzaine de bains de teinture. Si on arrive à avoir un tissu noir, c'est une trentaine de bains de teinture. Après, elles vont marteler le tissu pour qu'il devienne brillant et un peu comme du cuir. Donc elles, les femmes, justement, quand c'est les cérémonies, elles vont mettre le vêtement le plus noir qu'elles portent, qu'elles ont confectionné elles, pour montrer justement toute leur dextérité, etc. Et alors, j'avais une question à te poser qui est peut-être sûrement bête, mais je me demandais, tu parlais de la rémunération de ces artisanes, je me demandais comment est-ce qu'on évalue, selon quel standard tu es parvenu à trouver la définition de ce que tu disais, un salaire juste. Est-ce que ça se base sur un mélange de critères qui sont les tiens en tant que française et des critères de la culture chinoise, ou est-ce que c'est uniquement basé sur leurs conditions de vie là-bas? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment est-ce que tu as réussi à répondre à cette question-là? En effet, ça, c'était pas une question facile. Pour nous, ça a été un challenge au début. Donc, en fait, l'idée, c'est un peu de tout, hein.
Donc il y avait, on s'est basé aussi sur en fait combien elles ont besoin d'argent pour pas partir en ville. En fait, c'était ça, parce que tout l'enjeu, c'est que ces femmes, en fait, c'est des familles qui sont complètement séparées, où souvent on a les adultes qui partent dans les villes pour travailler dans les usines, et les enfants qui sont élevés par les grands-parents ou les arrière-grands-parents, et ils se voient une fois dans l'année. Donc nous, l'idée, c'était de comprendre en fait combien elles ont de besoins pour vivre, pour scolariser leurs enfants, parce qu'en fait, on a encore beaucoup de... Donc là, on est dans des régions extrêmement reculées, mais on a encore des enfants qui ne peuvent pas être scolarisés parce que c'est trop cher. Donc nous, on a des artisanes qui, la dernière fois là, qu'on y est retourné, on a collecté les tissus, qu'on a payé, et qui pleuraient parce qu'elles étaient là, mais génial, je peux scolariser ma fille à l'université. Donc c'est ça, pour nous, en fait, on revient aussi, ça nous invite à revenir à l'essentiel, quoi. Combien elles ont besoin pour acheter, si elles doivent reconstruire leur maison. Donc en fait, c'était vraiment... Et après aussi, regarder l'heure de travail. Donc tous les jours, elles travaillent environ 8 heures. Et en 8 heures, elles peuvent tisser à peu près 3 mètres de tissu. Donc, ça dépend de la complexité du tissu. Si c'est trop complexe, c'est à peu près 1 mètre. Et après, donc, c'est vraiment de l'investigation dans les familles, de comprendre le fonctionnement. Des fois, et par exemple, il y a une des femmes, son mari était malade, donc elle devait aussi payer l'hôpital. Donc des fois, on l'a payé en avance pour qu'elle puisse aider son mari. Donc c'est vraiment, là, c'est très familial, quoi. C'est vrai, c'est qu'on est là pour aider ces femmes, et c'est une responsabilité aujourd'hui. Parce qu'on a une quinzaine de familles, une trentaine de femmes qui comptent sur la coopérative pour vivre. Sinon, elles partent à la ville parce qu'elles peuvent pas elle peut plus subvenir aux besoins de la famille. Donc c'est un challenge de responsabilité. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ah, mais pourquoi maintenant tu travailles pas avec les Yao, ou est-ce que tu vas pas au Tibet, etc. » Mais aujourd'hui, la priorité, c'est aussi de continuer à trouver des projets pour que la coopérative continue à être pérenne. Parce qu'aujourd'hui, on a 15 familles qui comptent sur nous, quoi. Ouais, c'est incroyable toute cette dimension vraiment humaine de presque d'association caritative. J'imagine, c'est pour vous, il n'y a pas vraiment de différence entre ce projet entrepreneurial et puis la dimension vraiment caritative de s'assurer que tous les employés puissent vivre de façon digne. En tout cas, alors on arrive un petit peu à la fin, mais c'est vraiment un projet magnifique. Moi, j'aimerais beaucoup être client. Malheureusement, j'ai encore un peu du mal à passer le cap financièrement, mais je suis vraiment très, très admiratif devant les pièces, devant la beauté, l'élégance, et j'espère vraiment que, arrivé à une certaine situation financière, j'arriverai à m'offrir ça. Mais avant qu'on termine, je voudrais qu'on passe à une partie qui est un petit peu plus large, qui serait autour des recommandations culturelles ou gastronomiques, qui peuvent aussi être dans le domaine du... Enfin, vraiment, ça, je te laisse complètement libre de choisir un peu de parler de sujets qui te plaisent. Alors, qu'est-ce que je peux recommander? Donc, j'ai en tête un film documentaire qui est super, qui s'appelle L'échelle céleste de Tsai Guotian. Donc en fait, Tsai Guotian, c'est un artiste chinois qui est maintenant basé à New York et qui fait des œuvres avec de la poudre à canon, donc des œuvres feu d'artifice. Et c'est vraiment incroyable. Et il y a un super documentaire qui je pense, est encore disponible sur Netflix, qui raconte toute sa philosophie, sa création. Et en fait, j'adore ce type d'artistes parce qu'ils ont vraiment une démarche de renouveler encore la tradition chinoise, la poudre à canon, et d'apporter une dimension extrêmement contemporaine, poétique. Parce qu'en fait, je trouve que souvent les artistes d'art contemporain chinois qu'on connaît en Occident, encore une fois, ça va être des artistes ultra-activistes politiques, donc Ai Weiwei, etc. Souvent, les gens, c'est les artistes qu'ils connaissent. Donc, évidemment, j'apprécie beaucoup son travail. Mais encore une fois, il n'y a pas que... C'est souvent que ces artistes-là qu'on connaît en Occident, donc j'aime aussi donner la parole à d'autres artistes et qui eux aussi nous invitent à penser autrement la société, à nous interroger. Donc Tsai Guotian, j'adore son travail. Il y a aussi l'artiste Xu Ping, Xubing, qui lui a fait tout un travail autour de justement de l'étymologie des caractères chinois. Il a créé sa propre écriture,
son propre langage, inspiré à la fois de l'alphabet et des caractères chinois. C'est super intéressant son travail. Ouais, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais juste pour essayer d'expliquer un petit peu aux gens qui ne connaîtraient pas Subing, en fait, il prend des lettres de notre alphabet latin ou romain, et il les dispose de manière à ce que ces lettres, ces mots, prennent la forme de caractères chinois. Et donc c'est entre la calligraphie chinoise et puis presque le calligramme où les mots sont ensuite censés représenter une forme, quoi. Donc ouais, c'est vraiment sa marque de fabrique et il est extrêmement connu en Chine et maintenant je crois qu'il est aussi assez connu à l'étranger. Après, il y a une série aussi qui fait que j'aime beaucoup, où en fait, je pense que ça s'appelle Landscape Painting ou quelque chose comme ça. Et en fait, il utilise des déchets pour recréer en fait des trompe-l'œil et des paysages shan shui. Donc shan shui, c'est les paysages, donc shan, montagne, shui, l'eau, ces fameux paysages superbes réalisés par les anciens lettrés chinois. Et en fait, lui, il recompose avec des déchets, des brindilles, des branchages et tout ça, des superbes créations au shan shui. C'est assez difficile à expliquer, mais là encore, c'est une invitation à repenser aussi tout ce qui est design circulaire, la réutilisation, etc. Donc c'est un artiste qu'on présente souvent aux écoles du design. J'invite du coup les auditeurs à aller regarder ce travail qui est super intéressant. Ensuite, j'ai en tête aussi Fabienne Verdier. Je ne sais pas si tu connais. Bien sûr, Passagère du silence. Donc j'adore, je suis une grande fan de Fabienne Verdier, donc j'invite les auditeurs à aller voir son travail qui est superbe. Donc là aussi, elle fait le pont entre culture chinoise et culture occidentale. Elle est née à Toulouse et ses créations, elles sont vraiment sublimes. Ouais, et là encore, elle arrive à présenter cette culture chinoise avec beaucoup de poésie, une approche très contemporaine. Et après je voulais conseiller du coup un livre qui s'appelle donc là, en français c'est Thé renoué avec l'essence de la vie, ou en anglais Tea Remembering the Essence of Life. Et c'est un livre sur lequel j'ai collaboré avec deux amis, donc Jade Brunel qui est une amie qui est basée au Canada, et Laura Vainqueur qui est une photographe basée à Majorque. Et en fait, toutes les trois, on a collaboré à la création d'un livre sur l'art du thé et les 5 éléments de la philosophie chinoise et de la médecine chinoise. Donc c'est un livre qui invite vraiment à la méditation, où on présente tout cet aspect métaphysique, philosophique des 5 éléments, donc qui sont le feu, l'eau, le bois, le métal et la terre. Et en fait, chacun de ces éléments est associé à un type d'énergie. Et pour expérimenter cette énergie-là, on peut en fait se connecter à différents types de thé chinois. Et donc l'idée de ce livre, c'est vraiment, là encore une fois, de découvrir la culture chinoise à travers la porte du thé. Et c'est un livre qui est paru en 2020, pendant la pandémie. Et qui aussi, donc toutes les photos, elles sont réalisées... je participe à la direction artistique, il y a nos vêtements, voilà, de I sur tout le shooting. Et c'est un livre qui est disponible en français et en anglais, les deux. Génial. Je m'intéresse beaucoup à la médecine chinoise aussi et je trouve ça vraiment fascinant. Plus tu fais des recherches et plus tu te rends compte de la grandeur et puis la profondeur de ça. Est-ce que toi, tu arrives à te former étant sur place à Pékin? Est-ce que tu as réussi à bien t'entourer pour apprendre un petit peu cette partie-là? Moi, je suis vraiment, c'est devenu une obsession, quoi. La métaphysique chinoise, médecine chinoise, j'adore, vraiment. Donc, j'ai beaucoup de chance, en fait, de pouvoir étudier ça avec mon maître de thé. Donc, lui, il a une approche, en fait, de la philosophie du thé, très aussi... une approche du thé très médicinale, parce qu'originellement, en fait, le thé, c'était utilisé comme plante médicinale. Donc, en fait, dans ces cours, il y a vraiment tout un pan autour de la médecine traditionnelle chinoise. Et qui moi me fascine et qui m'a beaucoup aidée aussi. Donc moi j'ai une scoliose très sévère par exemple, donc j'ai été soignée pendant plus de 10 ans en France, et depuis que je suis en Chine, j'ai fait beaucoup de traitements de médecine chinoise pour aider du coup à rebalancer tout le corps, quoi, et ça m'a beaucoup aidée. Et en fait l'idée de la médecine chinoise, c'est très complémentaire en fait avec la médecine occidentale. En
fait, la force de la médecine traditionnelle chinoise, c'est que c'est une médecine préventive. Et en fait, ils ont une vision holistique du corps. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pas... quand il y a un dérèglement d'un organe, en fait, c'est un dérèglement global. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à balancer l'énergie globale du corps. Donc, je fais de l'acupuncture, je fais du gua sha, du massage tuena, etc. Enfin, la pharmacopée chinoise aussi, donc j'ai beaucoup de chance d'avoir une praticienne de médecine chinoise avec qui qui me confectionne des infusions de plantes de médecine chinoise. Et pour moi, ce qui est fascinant avec de toute façon la culture chinoise, ça je suis sûre que tu résonnes avec ça, mais plus on étudie, plus on se rend compte qu'il y a énormément de choses à apprendre et qu'à la fois tout est interconnecté. Et ça, je trouve ça fascinant. Là, je me forme aussi au Bazi. Donc Bazi, c'est de l'astrologie chinoise qui est aussi très liée à la médecine chinoise. Donc ça aussi, c'est fascinant et tout. Donc j'invite, et je trouve que c'est un pan aussi, c'est une bonne clé d'entrée pour comprendre bien sûr la culture chinoise, cet aspect vraiment curatif, soin. Il y a beaucoup là, ça aussi lié à la pandémie, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se reconnecter à des médecines plus douces, naturelles, etc. Donc je peux que les inviter à étudier, à se former ou à acheter quelques livres autour de la médecine chinoise. Ouais, j'aimerais beaucoup faire un épisode plus centré autour de la médecine chinoise pour expliquer un peu ce que j'ai découvert, notamment la répartition des organes, comment est-ce que les organes sont classifiés selon les 5 éléments, comment les heures de la journée aussi viennent impacter, à quel moment est-ce qu'on doit consommer quelle chose, etc. Et je trouve ça dommage aussi que ce soit si méconnu et je suis sûr que ça intéresserait beaucoup de gens et ça mérite vraiment d'avoir plus d'attention. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter ensemble pour mettre un peu en commun ce qu'on a découvert autour de la médecine chinoise. Avec plaisir, j'adore. Un grand merci pour ton temps. On arrive exactement au bout de notre heure. C'était vraiment un plaisir de découvrir un peu toute ton aventure avec la Chine et puis les challenges que tu as rencontrés avec ce projet entrepreneurial. Et j'espère vraiment de tout cœur qu'il va tenir bon et être encore plus mis sous les projecteurs. Puis profite bien de Pékin. J'imagine que ça a dû bien changer depuis notre dernière rencontre. Mais j'espère que j'aurai l'occasion d'y retourner aussi prochainement. Bien sûr, tu es le bienvenu aussi dans nos ateliers dans le Guizhou pour une résidence de création ou un voyage, tout ce que tu veux. Bien sûr, tu es le bienvenu. Avec grand plaisir, j'aimerais beaucoup. Ça fait très envie quand on regarde les photos. Et bravo pour le journal, c'est vraiment très chouette à lire. Merci. Merci pour votre temps. Et si vous avez encore quelques secondes à m'accorder, pensez à mettre une note étoilée à ce podcast. Bonne fin de journée à toutes et à tous et à bientôt pour un nouvel épisode.